cohortes espagnoles ont montré des liens entre des dîners tardifs et une augmentation de risque de certains cancers. Plus on avait une prise alimentaire tardive le soir, après 21h30, plus le risque de cancer du sein et de la prostate augmente. C'est vrai qu'on peut se dire comme ça que c'est pas grand-chose, mais quand on voit quelle maladie c'est et le retentissement que ça peut avoir sur notre vie, ça paraît énorme. On a presque 30% des gens dans notre échantillon qui dînaient après 21h. Ça, c'est quand même catastrophique en fait. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui mange en France à 19h pour derrière prendre un petit déjeuner à 8h. Quand on voit que minuit, on peut penser que c'était le milieu de la nuit. Maintenant, ça nous paraît quand même très loin. Il y a cette histoire de jeûne qui est importante, mais il y a aussi la question de où est-ce que le jeûne se place, qui peut être aussi important. Moi, du coup, quand tu me dis ça, je me dis pourquoi on saute pas le dîner ? Tout ça pour revenir à ce que ma grand-mère me disait quand j'avais 3 ans, quoi. On sait tous que ce qu'on mange est important. Est-ce que quand on mange est également important ? Alors, ce qu'on mange est bien évidemment très très important, mais il y a de plus en plus de recherches récentes qui montrent que l'heure à laquelle on mange peut aussi avoir des effets non négligeables sur notre santé. Ok. Il y a une hiérarchie là-dedans parce que on se doute bien que si on mange très mal, même si on mange aux bonnes heures, ça va pas forcément être terrible pour la santé. Ça, c'est assez facile à comprendre, mais peut-être que tu vas me le nuancer. Mais est-ce que tu pourras répondre à ça, mais est-ce que l'inverse, par exemple, si on mange très bien, mais à n'importe quelle heure, est-ce que ça a également un effet sur la santé ? Alors, la question est très compliquée et je pense que les deux aspects sont importants. Après, ce qui diffère, moi, je dirais pas une hiérarchie, je dirais il y a un différent niveau de connaissance. Pour répondre à ces questions-là, justement, il faut se baser sur les preuves scientifiques derrière. On peut pas donner des réponses complètes à ces questions sans avoir une démarche qu'on appelle dans la science evidence-based medicine ou evidence-based science, ce qui veut dire la science ou la médecine ou la prévention appuyée sur les preuves scientifiques. Donc, quand on dit appuyée sur les preuves scientifiques, c'est qu'il faut regarder justement les études scientifiques sérieuses, rigoureuses, publiées, et voir est-ce que ces études sont de bonne qualité, est-ce que ces études sont d'accord entre elles, est-ce que ces études ont une plausibilité biologique derrière, ou on trouve juste des résultats complètement liés au hasard. Et après, justement, ça va être la qualité et la concordance des résultats de ces études qui va nous permettre de dire est-ce que c'est bien de manger à telle heure, est-ce que c'est bien de manger telle chose, machin. Alors, ce qui diffère justement, c'est que cette question de qu'est-ce qu'on mange, cette question de sucre, de gras, de sel, etc., c'est une question qui est étudiée depuis pas mal d'années, pas mal de décennies, contrairement à la question des heures des repas, qui, elle est plutôt un peu plus récente. Donc, la quantité de preuves scientifiques derrière est différente, pas parce qu'il y a une dimension qui est plus importante qu'une autre, mais juste parce qu'il y a une dimension qui est plus étudiée qu'une autre, et parce qu'elle est étudiée depuis un peu plus longtemps. Et là, donc toi, ce que tu me dis, c'est qu'en fait, c'est deux dimensions qui sont différentes, et qu'il n'y a pas de hiérarchie l'une par rapport à l'autre, et en fait, on peut très bien manger, si on veut quand même essayer d'être en meilleure santé, il faut également faire attention à l'heure à laquelle on mange. Et vice versa, c'est deux canaux qui sont un petit peu différents. Ça peut jouer sur des canaux différents. Ce que tu nous disais tout à l'heure, donc c'est que c'est un domaine de recherche qui est très récent. S'intéresser aux heures des repas et aux heures à laquelle on mange et voir les effets que ça a sur la santé. Est-ce que tu peux du coup te présenter, nous dire un petit peu dans quel cadre vous avez fait ces découvertes ? D'accord. Moi je m'appelle Bernard Srour, je suis pharmacien de formation et j'ai un doctorat en épidémiologie et santé publique je travaille comme chercheur en épidémiologie. Je suis professeur junior en épidémiologie dans un institut qui s'appelle INRAE, l'Institut national de recherche en agronomie, alimentation et environnement, et je travaille dans une équipe affiliée à l'INSERM, l'Institut national de santé et de recherche médicale, dans une équipe qui s'appelle l'EREN. Je sais, ça fait beaucoup d'affiliations, donc équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Donc dans l'équipe dans laquelle je travaille, nous nous intéressons au lien entre l'alimentation, la nutrition, donc pas que ce qu'on mange, mais aussi l'activité physique, le statut pondéral, etc., et la survenue de maladies et la santé plus globalement. Et moi particulièrement, je m'intéresse entre mes différentes thématiques de recherche, je m'intéresse justement à comment l'heure et les rythmes des prises alimentaires peut avoir un lien sur nos horloges biologiques, on va dire ce que ça veut dire des horloges biologiques, et a fortiori sur notre santé métabolique et sur notre risque de développer des maladies. Super. Donc pas mal d'activités. Comment est-ce que vous avez fait, au sein de quelle étude vous avez mis en évidence ces liens entre les heures des repas et les conséquences sur la santé ?
Alors, la dernière étude que nous avons publiée sur le sujet, donc qui a été publiée en décembre 2023 dans la revue Nature Communication, a permis de mettre en place des liens entre certains profils d'heures des prises alimentaires et un risque qui change des maladies cardiovasculaires. On va rentrer dans le détail un peu plus tard. Et donc pour ce faire, on s'est basé sur une étude de cohorte qui s'appelle la cohorte Nutrinet Santé. Donc déjà pour commencer à poser le cadre, c'est quoi une cohorte? Alors une cohorte, c'est un groupe de participants plus ou moins, de taille plus ou moins grande, qui est suivi sur une période plus ou moins longue dans le temps, dont le but justement c'est d'observer des liens, des associations entre certains comportements adoptés par des participants de cette cohorte et la santé ou le risque de développer certaines maladies. Donc les cohortes sont très importantes justement parce que c'est grâce à ces études-là que il y a eu des découvertes très très majeures dans la santé publique. Tout ce qui est tabagisme et cancer du poumon, c'est grâce aux études de cohorte. Il y a plein de choses sur l'alcool qui ont permis l'alcool et la santé qui ont été mises en place grâce aux études de cohorte. Plein de choses sur l'alimentation aussi, donc les recommandations qu'on connaît, les 5 fruits et légumes, etc. Tout ça, ça a été mis en évidence justement en partie grâce à des cohortes. Donc c'est une démarche très intéressante en épidémiologie parce qu'elle permet justement d'observer certains comportements dans une population et les mettre en lien avec un événement de santé sans forcément interférer avec le comportement des gens, où le chercheur se positionne justement en simple observateur. D'accord. Donc en fait, vous influencez pas l'heure à laquelle les gens vont manger, vous recueillez simplement les informations à laquelle ils mangent, vous regardez si derrière ces gens-là ils tombent malades et vous regardez s'il y a une association statistique en fait. Alors, donc ce qu'on a fait dans cette étude Nutrinet, donc je vais faire un peu de pub pour Nutrinet parce que on n'a pas tous les jours l'occasion de caser ce type de publicité. Donc la cohorte Nutrinet, c'est une étude de cohorte qui a été lancée en 2009, donc dont le but c'était de regarder les liens entre l'alimentation, la nutrition et la santé. Donc c'est une cohorte dont la participation se passe quasi entièrement en ligne, donc sur un site internet qui est étude-nutrinet-santé.fr. C'est une cohorte financée que par des financeurs publics. Il y a aucun financement privé. On a une équipe de recherche publique à 100%. Et donc la participation est possible pour n'importe quelle personne qui a 15 ans ou plus et qui a un accès à Internet. Donc il suffit juste de se connecter sur ce site web et justement grâce à quelques questionnaires remplis tous les mois, on peut aider à faire avancer la recherche. Donc nous on a utilisé des données qui proviennent de cette cohorte justement sur un échantillon d'un peu plus de 100 000 participants. Ce qui est intéressant et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que on va aussi donc le participant ou la participante vont pouvoir renseigner l'heure à laquelle ils ont consommé chacune des prises alimentaires. Donc, on a des enregistrements horodatés en quelque sorte. On connaît l'heure de chaque prise alimentaire de la journée. Notre étude suggère qu'il serait mieux pour la santé cardiovasculaire de manger tôt le matin et de manger tôt le soir. Bien évidemment, il faut regarder d'autres études, etc. Mais en tout cas, les résultats de notre étude suggèrent que ce serait mieux d'adopter ce type de comportement. Et c'est un peu rassurant parce que nous avions également observé dans une étude que nous avions publiée auparavant que des rythmes un peu similaires. Donc pareil, un petit déjeuner de bonne heure, un dîner de bonne heure, en respectant une durée de jeûne la nuit suffisamment longue, donc c'est le délai entre notre dîner et notre petit déjeuner du lendemain. Donc en essayant un peu de varier ces trois paramètres, donc petit déjeuner tôt, dîner tôt et une durée de jeûne nocturne plutôt suffisante, on pourrait réduire notre risque de diabète de type 2. Donc ça, c'est ce que nos résultats ont montré. Et justement, il y a eu même des résultats pareils observationnels dans des cohortes espagnoles qui ont montré également des liens entre des dîners tardifs et une augmentation de risque de certains cancers, de la prostate surtout. Nous aussi, c'est ce qu'on a observé dans notre cohorte. Plus on avait une prise alimentaire tardive le soir, après 21h30 à peu près, plus le risque de cancer du sein et de la prostate augmente. Donc là, pas mal de choses. Parce que du coup, on a vu une association entre l'heure à laquelle on prend son petit déjeuner et l'heure à laquelle on prend son dîner et les maladies cardiovasculaires. Tu nous as parlé de la même chose au niveau du diabète de type 2. Donc plus on
a priori on mangerait tard, plus on prendrait son petit déjeuner tard, plus on aurait un risque d'avoir un diabète de type 2. Et même chose au niveau du cancer, plus on prendrait son dîner tard, plus on prendrait son petit déjeuner tard, plus on aurait un risque d'avoir certains cancers. Tu nous as dit sein et prostate en particulier. Sein et prostate. Ok. Il me semble aussi dans les études que tu m'avais transmises que quand on décale, est-ce que tu te souviens des chiffres, quand on décale l'heure du dîner de 1 heure, on augmente, c'est quoi, c'est de 5% les maladies cardiovasculaires, il me semble. Alors, je pense que c'est à peu près, il faut que je regarde ces chiffres-là, mais je pense que c'est 6% pour les maladies cérébrovasculaires pour une augmentation d'une heure du dîner. Donc, plus on dîne 1 heure plus tard, plus notre risque d'avoir une maladie cérébrovasculaire augmente de 6%. C'est vrai qu'on peut se dire comme ça que c'est pas grand-chose, mais quand on voit quelle maladie c'est et le retentissement que ça peut avoir sur notre vie, ça paraît énorme. En fait. Oui, alors si on balance un 6% comme ça, un 5% comme ça, justement, on peut se dire ah bah c'est pas grand-chose, 5% c'est rien du tout. Mais justement quand on regarde à une échelle populationnelle, avec des maladies qui sont plutôt fréquentes, donc on parle de maladies cardiovasculaires, on parle de cancer. Le cancer c'est presque 400 000 nouveaux cas par an, c'est énorme comme taux d'incidence et aussi comme prévalence. Donc justement ce 6% rapporté sur ce nombre de cas, mais surtout rapporté sur des comportements très fréquents dans la population. Parce que si je te dis justement que c'est lié à la consommation de telle ou telle drogue qui est utilisée par 1% de la population, je suis en aucun cas en train de minimiser l'effet d'utilisation de certaines drogues ou autre chose, mais là contrairement à l'autre exemple, là on a une exposition sur toute qui est très prévalente. Donc là par exemple, une taille d'échantillon qui a rien à voir. C'est ça. Et on a presque 30% des gens dans notre échantillon qui dînaient après 21 heures, donc ça fait quand même une prévalence de 30% dans notre échantillon, donc ça fait quand même une prévalence d'exposition assez élevée, avec une fréquence d'une maladie qui est aussi assez élevée dans la population. Donc ce 5%, si jamais il est confirmé dans d'autres études, permettrait d'éviter pas mal de cas de maladies cardiovasculaires ou autres dans la population. Bien sûr. Donc c'était 6% d'augmentation des maladies cardiovasculaires si on prend son petit déjeuner 1 heure plus tard, et c'est 8% d'augmentation des maladies cérébrovasculaires en prenant son dîner 1 heure plus tard. Oui. Voilà, c'était ça. Merci. Les conclusions exactes. T'as parlé du coup d'un troisième critère. T'as parlé du jeûne nocturne. Donc on s'est intéressé effectivement, vous êtes intéressé à l'heure à laquelle on prend le dîner, l'heure à laquelle on prend le petit déjeuner, mais ce qui serait important également, c'est le jeûne nocturne. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le jeûne nocturne et faire la différence un peu avec cette notion de jeûne intermittent pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion? Oui. Alors quand on parle de jeûne nocturne, justement c'est le délai entre l'heure à laquelle on prend sa dernière prise alimentaire, donc plutôt son dîner, et l'heure à laquelle on va petit déjeuner le lendemain. Donc toute la période qui va s'écouler entre ces deux prises alimentaires, on va appeler ça le jeûne nocturne, parce que normalement cette période-là va tomber plutôt pendant la nuit, si jamais hors conditions particulières, etc. Mais juste pour définir un peu ce que c'est le jeûne nocturne et le quantifier un peu, si on s'arrête de manger par exemple à 21h et après si on reprend son petit déjeuner à 6h du matin, notre durée du jeûne nocturne sera de 9h justement. Si on a fini de manger à 21h, si on a commencé à 6h du matin. Et donc, ce qui est aussi intéressant dans le jeûne nocturne, c'est que donc là, on a parlé d'une période de jeûne nocturne de 9 heures, entre 21h et 6 heures du matin. Mais aussi, on peut dire, bon, bah, pareil, si je m'arrête de manger à minuit, et je recommence à manger le lendemain à 9 heures du matin. J'ai également un jeûne nocturne de 9 heures. Également un jeûne nocturne de 9 heures. Donc, ça, on va y revenir un peu plus tard, mais justement pour expliquer un peu ce que c'est le jeûne nocturne. Donc voilà, c'est un peu cette différence-là. Le jeûne intermittent, c'est encore autre chose. Il y a plusieurs types de jeûne intermittent. Quand on parle de jeûne intermittent, c'est généralement une restriction calorique qui est recherchée.
il y a plusieurs types de jeûne intermittent. Il y a le jeûne alterné dans la semaine. Il y a le jeûne de type 5-2 où on réduit sa consommation alimentaire jusqu'à 75% de son apport énergétique 2 jours de la semaine et pendant 5 jours on mange normalement. Le jeûne alterné, on va pendant 2 jours de la semaine ne rien manger du tout et sur les 5 autres jours manger autant qu'on veut. Donc ça, c'est des jeûnes qui visent plutôt à réduire son apport énergétique. Contrairement au jeûne nocturne, ce qu'on appelle aussi jeûne à plage horaire. Le jeûne à plage horaire, c'est juste simplement le moment pendant lequel on mange pas entre le dîner et le petit déjeuner. C'est ça. Après, enfin, il peut être aussi intentionnel parce que on va voir qu'il y a aussi des pratiques cliniques qui visent un peu à mimer ce jeûne-là, qu'on appelle en anglais time restricted eating ou time restricted feeding si on s'intéresse aux modèles expérimentaux aux souris. Mais justement, quand on s'intéresse à cette question de jeûne nocturne, de time restricted eating, c'est pas forcément la restriction calorique qui est recherchée, c'est juste la restriction sur une plage horaire. Donc sur le reste de la journée, on mange comme on veut, et c'est juste pendant cette période qu'on arrête de manger. Et justement, j'en ai parlé parce que cette hypothèse de jeûne nocturne peut aussi rejoindre certaines pratiques cliniques que je viens d'évoquer, qui sont le time restricted eating, donc qui consiste à arrêter de manger pendant une certaine période de la journée. Normalement, on se dit que c'est des périodes de prise alimentaire d'une durée entre 6 et 10 heures, et après qui correspondent donc à une période de jeûne entre 14 et 18 heures. Donc on mange pendant 6 à 10 heures de la journée. Je parle pas de l'heure, mais de la durée pendant laquelle on consomme nos aliments, et après on s'arrête de manger entre 18 et 14 heures. Enfin, entre une durée entre 14 heures et 18 heures. Et justement, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, c'est intéressant parce que pour reprendre l'exemple des 9 heures de jeûne nocturne, justement, on a vu tout à l'heure qu'on peut très bien s'arrêter, décaler, tout à fait. S'arrêter de manger à 21h, reprendre à 6h, ou s'arrêter à minuit et reprendre à 9h. Donc, il y a cette histoire de jeûne qui est importante, mais il y a aussi la question de où est-ce que le jeûne se place, qui peut être aussi importante. Donc, nous, ce qu'on a observé dans nos résultats, et surtout pour le diabète de type 2, c'est que on pourrait bénéficier d'un effet plutôt protecteur du jeûne nocturne, mais seulement si le jeûne nocturne est plutôt rompu tôt le matin. Donc pour une même durée de jeûne nocturne, on pourrait profiter des bénéfices de ce jeûne, mais seulement si on commence à manger tôt et on finit de manger tôt dans la journée. Ce qui est un petit peu contradictoire avec le résultat précédent. Enfin, c'est difficile d'avoir ce jeûne nocturne qui soit suffisant en gardant une heure pour son petit déjeuner qui est tôt, et en prenant son dîner qui est tôt également. En fait, il faut tout décaler le plus tôt possible dans la journée. Justement, pour allonger le jeûne, idéalement, il faut raccourcir les deux, mais justement, on peut aussi varier le jeûne on peut aussi allonger la durée du jeûne, soit en prenant un dîner tôt, soit en prenant un petit déjeuner tard. Donc, dans les deux sens, on aurait allongé notre durée du jeûne. Mais justement, ce que tu nous dis, c'est que justement, il faut que le petit déjeuner soit tôt. C'est ça. Faut briser la période de jeûne nocturne assez tôt. C'est ça. Donc, nos résultats montrent ça, et c'est intéressant parce qu'il y a d'autres études aussi. On va peut-être en parler si tu le souhaites, qui montrent aussi la même chose par rapport à ça. Si on peut donner des horaires, parce que là, on parle de tôt, tard, ça serait quoi? Ça serait pas prendre son dîner après 21h? Ouais, en fait, il n'y a pas encore de consensus sur ce qu'on appelle tôt ou tard, mais en tout cas, nous, ce qu'on a observé dans notre étude, c'était une période de jeûne supérieure à 13 heures, donc ne pas manger pendant au moins 13 heures, pourrait être bénéfique si on commence à manger avant 8 heures du matin. Donc ça, c'est ce que nous, on a observé. Ça fait pas mal, parce que ça fait 20 heures, c'est ça? Faudrait prendre son dîner à 19h. À 19h même. Parce que ça fait 13 heures de jeûne, donc 11 heures d'alimentation. Donc, ouais, ça fait très tôt. 8h, 19h. Ouais. Donc,
très tôt pour la France, mais peut-être un peu tard Non, pour mais les Allemands. c'est vrai, mais je pense qu'il y a pas grand monde qui mange en France à 19h pour derrière prendre un petit déjeuner à 8h. Oui, je suis d'accord. Parce que généralement, les gens qui vont prendre, je pense, un dîner à 19h, ils vont plutôt prendre un petit déjeuner à 6h ou 7h. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément des habitudes qu'on a trop, même si on a toujours quand même entendu que nos grands-parents, etc., qui nous disaient qu'il fallait plutôt manger tôt. Alors, ils devaient sûrement pas savoir pourquoi, ou en tout cas, mais ça se transmettait, ça se disait. Oui. Et c'est drôle de voir qu'on a des recommandations comme ça qui viennent et qui appuieraient ce genre de savoir ancestral. Oui, je suis d'accord. C'est marrant un peu de voir ces savoirs un peu qui nous viennent de nos grands-parents ou autres. Après, j'imagine que c'était un peu lié au rythme de vie à l'époque. Enfin, pas nos grands-parents, mais peut-être leurs ancêtres à eux aussi, qui étaient un peu contraints par la lumière du jour. C'est ça, la lumière du jour, et donc toutes les activités quotidiennes, que ce soit le travail ou autre, devaient être calées sur la lumière du jour. On voit que minuit, on peut penser que c'était le milieu de la nuit. Voilà. Maintenant, ça nous paraît quand même très loin. Voilà. Donc maintenant, avec tout ce qu'on a dans nos sociétés plutôt modernes, avec l'exposition à la lumière artificielle, etc., on peut dire que nos rythmes, nos horloges, on va en parler, sont un peu chamboulés justement par bien sûr, l'électricité a beaucoup changé ça. Un peu n'importe qui est parti un peu en camping faire des randos sans trop d'électricité, etc. En fait, on se rend compte qu'à 19h, quand il commence à faire nuit, on va se coucher parce que de toute façon, il n'y a plus rien à faire. C'est ça. Et souvent, c'est un rythme qui nous convient assez bien, je trouve. Enfin, on se dit, on n'arrivera jamais à dormir, etc. Et finalement, on arrive quand même assez bien à s'endormir, et c'est marrant de voir que c'est des rythmes, même si c'est pas ceux auxquels on est exposé d'habitude, auxquels on arrive à s'habituer assez facilement. Oui, je suis d'accord. Donc c'est plutôt des choses qui nous paraissent un peu intuitives, mais justement, nous humains, on est un peu programmés justement comme ça. On était les humains sont des animaux plutôt diurnes, donc on est fait pour vivre la journée, contrairement aux rongeurs par exemple qui sont faits pour vivre plutôt la nuit. Donc on doit un peu s'adapter avec notre environnement. Le matin justement, c'est notre exposition à la lumière du jour qui va faire que notre machine va se mettre un peu en branle. Donc ça pose la question de certaines cultures où par exemple, on l'a dit un petit peu, les Espagnols qui vont manger très tard. Le nord de l'Europe où peut-être eux ils seront plus alignés avec le genre d'horaire dont tu nous as parlé. Du coup, on fait quoi un peu de ces recommandations et de ces différences culturelles? Est-ce que on se dit c'est dommage, nos pauvres amis espagnols, eux ils feront plein d'infarctus et plein d'AVC, ou voilà, comment est-ce qu'on interprète ça? Alors il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer. Ou on peut penser que juste comme eux, ils sont pas au même niveau géographique, ils auront peut-être pas tout à fait les mêmes heures d'ensoleillement et de nuit, et du coup peut-être que les chiffres seraient un peu différents si on avait une cohorte qui était en Espagne. Il y a un peu de tout justement. Il y a eu des études espagnoles. Nous, les seuils que nous avons considérés dans notre étude étaient des seuils calculés sur la distribution des heures des prix alimentaires sur notre population, qui est donc une partie de la population française. Peut-être que si on regardait beaucoup, vous avez un très fort pourcentage. Vous avez que la population française, un très fort pourcentage. Dans notre cohorte, on a que la population française. Mais par contre, il y a eu des études en Espagne et dans d'autres pays qui ont aussi montré que dîner tard serait associé à une augmentation de risque de cancer de la prostate, en l'occurrence en Espagne, et de cancer du sein. C'est intéressant un peu de regarder ces études qui montrent qui mettent un peu en lien la fréquence ou l'incidence d'une maladie par rapport à d'autres, à des comportements. Donc là, tu as donné l'exemple de si on regarde l'incidence des maladies cardiovasculaires en Espagne, est-ce que ça peut être expliqué par ça? En fait, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent expliquer. Donc en fait, là, c'est des études populationnelles qu'on appelle études écologiques. Ça n'a rien à voir avec l'écologie, mais c'est un nom c'est un mot technique qu'on utilise en épidémiologie. Les études écologiques sont intéressantes parce qu'elles permettent justement d'observer des tendances populationnelles, mais dans les études écologiques, justement, puisqu'elles sont menées sur des populations entières et pas à l'échelle individuelle, comme les études de cohorte, on peut pas corriger, en tout cas, ce qui serait lié à une alimentation différente. Oui. Je vais être dans les clichés juste pour
pour essayer d'illustrer un peu, mais je sais pas, on va dire, finalement ils mangent plein de jambon, les Espagnols, et du coup, ça joue effectivement sur la charcuterie, sur les maladies cardiovasculaires, et donc ça vient biaiser le résultat, et on peut pas dire simplement c'est l'heure des repas. C'est ça, et on en tirer une conclusion claire. On peut même sortir plein de choses comme ça qui ne sont même pas liées à ça. On peut dire, enfin, je dis n'importe quoi. Ils ont plus de plages privées que de plages publiques. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, avec ce type d'études, on peut faire plein de corrélations, mais comme il y a pas mal de choses qui peuvent expliquer ce qu'on observe, c'est pas évident de s'en sortir avec des études écologiques comme ça. Mais il y a aussi un facteur très important. Donc, t'as parlé de la localisation géographique du pays. T'as parlé des différences culturelles, et justement ces différences culturelles, peuvent être aussi liées à des différences génétiques entre les populations. Peut-être que là, avec ce qui se passe avec, on peut un peu habiter n'importe où, etc. Mais si on revient peut-être dans le temps où certaines populations mangeaient plus tôt, plus tard, etc. Peut-être certaines populations sont génétiquement différentes par rapport à d'autres populations et pourraient donc être plus enclines ou plus sensibles à cette disruption de l'horloge biologique plutôt que d'autres. Ou moins sensibles dans ces pays du Nord où il fait nuit pendant des périodes très longues à certains moments de l'hiver, etc. C'est ça. Tout à l'heure, on a parlé de jeûne. Je voudrais revenir un peu dessus, de jeûne nocturne. On pourrait penser que si on saute le petit déjeuner, on a un super jeûne nocturne. Et du coup, ça serait peut-être encore meilleur pour les diabétiques de type 2 dont on a parlé tout à l'heure. Vous, c'est pas ce que vous avez retrouvé dans votre étude. Le fait de sauter le petit déjeuner ne provoque pas plus d'effet sur la diminution, sur le fait d'éviter de développer un diabète de type 2. Oui, alors nous, ce qu'on a observé justement, c'est que si pour la prévention du diabète de type 2, l'allongement du jeûne nocturne est bénéfique, mais justement si on le fait en rapprochant le dîner et non en sautant ou en décalant le petit déjeuner. Et justement, si on regarde le faisceau de preuves disponibles sur toutes les études qui existent dans le monde, et il y a un certain paquet sur le saut du petit déjeuner, parce que là c'est un peu plus facile à évaluer. Là, il suffit juste de demander aux personnes, est-ce que ça vous arrive de sauter le petit déjeuner? Si oui, avec quelle fréquence, etc. Donc ça, c'est dans les études observationnelles, mais il y a aussi des études interventionnelles, des essais cliniques, et là justement qui ont fait sauter le petit déjeuner à certaines personnes et qui ont après observé effet sur leur glycémie, sur leur taux de sucre, perte de poids, etc. Et ce qui est hyper intéressant à voir, c'est que si on regarde les études observationnelles, donc les études où le chercheur n'intervient pas, mais c'est juste une étude de cohorte, on voit ce qui se passe, bien évidemment en corrigeant pour les biais. On voit que les gens qui sautent leur petit déjeuner auraient plutôt une santé métabolique plus défavorable que les gens qui prennent leur petit déjeuner. Donc plus défavorable, donc moins bonne. Donc ce serait plutôt pas très bien de sauter son petit déjeuner si on regarde les études observationnelles. Mais si on regarde les essais cliniques, qui sont plutôt à plutôt de courte durée, je pense que c'est des essais qui ont duré maximum 1 an. Là, on peut voir justement que le saut du petit déjeuner peut avoir des effets bénéfiques chez des participants qui cherchent à perdre du poids. Ça, c'est génial. Donc, on pourrait se dire, tu vas me dire si t'es d'accord avec moi, que dans la vraie vie, les gens qui sautent les petits déjeuners, généralement, c'est des gens qui ont une mauvaise hygiène de vie. Je vais grossir le trait, et du coup, c'est pour ça que peut-être on retrouve une mauvaise santé métabolique chez ces gens-là. Oui, et pas que. Ça peut être un facteur. Voilà, on est d'accord, c'est des hypothèses. Oui, et pas que. Mais justement, quand je parlais d'études épidémiologiques qui corrigent pour ce biais-là, donc bien évidemment, dans les études épidémiologiques observationnelles, on essaye de corriger pour ce biais de oui, est-ce que c'est parce que ces personnes ont déjà eu une maladie avant, ou est-ce que ces personnes c'est des personnes qui sont un peu particulières parce que elles ont des comportements un peu différents, etc. Donc les études épidémiologiques essayent de corriger dans la mesure du possible pour ces facteurs-là, et ces associations sont restées. Donc ça expliquerait pas toute l'association délétère qu'on a observée qui est associée au saut du petit déjeuner. Alors à quoi ça peut lier d'autres? Ça peut aussi être lié au fait que la protection qui pourrait que le saut du petit déjeuner pourrait engendrer pourrait être juste une protection de courte durée et qui se dissipe après dans le temps. Mais après, on peut dire aussi que justement un
un schéma d'études plutôt très contrôlé, comme les essais cliniques randomisés. On dit aux gens ce qu'il faut faire, etc. Dans des, voilà, c'est des designs un peu très contrôlés par rapport à un design vraie vie où on observe juste ce qui se passe, etc. Ça peut changer. Donc ça peut être lié à plusieurs choses, mais je pense, et en tout cas ce que l'épreuve nous dit, c'est que plutôt à court terme, ça pourrait être bien, et ça, c'est des essais cliniques qui nous le disent. Mais à long terme, ça n'a pas l'air bien, et ça, c'est des études observationnelles qui nous le disent. Mais ça peut être aussi lié au fait d'avoir un comportement qui n'est pas durable dans le temps. On peut pas, enfin, c'est un peu dur d'agir sur ça. C'est difficile à comprendre de quelque chose de comprendre de manière intellectuelle, de comprendre que quelque chose serait bon pour le corps à court terme, mais pas à moyen ou à long terme. Non, enfin, c'est pas biologiquement, c'est pas implausible. Ça pourrait l'être. Il y a des associations qu'on observe en biologie, en épidémiologie, qui sont protectrices plutôt à court terme. C'est plutôt en toxicologie où on sait que à court terme c'est peut-être bon, mais à long terme ça peut changer, etc. C'est des choses qui peuvent être plausibles. Pour le moment, il n'y a pas d'explication à part ce court terme versus long terme ou cette durabilité des comportements qui peut l'expliquer, mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, avec le plus d'avancée des connaissances, on pourrait le comprendre un peu mieux. Ok. Donc là, on a parlé beaucoup d'études observationnelles jusqu'à maintenant, mais il y a également des études expérimentales qui ont été faites pour s'intéresser aux effets sur la santé en fonction des heures des repas. Oui. Alors, nous avons mené ces études observationnelles, on a eu ces résultats. Bien évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que ces résultats sont liés au hasard? Est-ce que ces résultats peuvent être plausibles biologiquement derrière, etc. Donc justement, pour répondre à cette question, et je reviens à la notion importante du faisceau de preuves qui doit nous provenir de toutes les études qui existent, que ce soit expérimental chez l'animal, expérimental chez l'humain ou observationnel chez l'humain. Donc on a cherché à comprendre si ce qu'on a observé nous chez l'humain a été également observé chez la souris par exemple, ou dans des études expérimentales chez l'humain. Donc il y a une étude que je trouve complètement passionnante, une étude américaine publiée en 2012 sur C'est vieux. oui, mais après il y a eu plein d'études depuis. Mais 2012. Enfin, je sais pas pourquoi dans ma tête 2012 c'était hier, mais c'est vrai que 2012 ça commence à dater. Donc cette étude-là et plein d'autres qui ont suivi, mais je vais parler de celle-ci parce que c'est à peu près l'une des premières études de très bonne qualité qui a été menée sur le sujet. Donc les chercheurs on fait exposer 2 groupes de souris à une alimentation riche en graisse. Ces deux groupes de souris étaient plutôt identiques, avec une alimentation identique. La seule différence entre les 2 groupes de souris était que dans le premier groupe, les souris pouvaient consommer cette alimentation à laquelle ils avaient accès pendant n'importe quel moment de la journée et de la nuit, donc sur 24 heures. Donc les souris pouvaient consommer à gogo une alimentation riche en graisse. Et dans le deuxième groupe, les souris pouvaient consommer exactement ce même type d'alimentation, mais uniquement pendant leur phase active. Donc une phase active chez la souris, accessoirement, c'est la nuit, ça c'est différent par rapport à l'humain, mais la souris est un animal nocturne, donc voilà. Donc on va dire que si on veut faire un peu le rapprochement entre souris et humain, la phase active serait un peu la journée chez l'humain. Donc petite question, elle mangeait le même nombre de calories? Pas forcément. Au cours de la journée. Mais en tout cas, elle pouvait manger tout ce qu'elle voulait. C'était à volonté. C'était à volonté. D'accord, c'était ça que j'avais pas sûr. Donc voilà. il y en a une, c'était à volonté la nuit pendant cette période active, ce qui correspondrait au jour chez nous, et il y en a une, c'est à volonté, mais tout au long de la journée et même la nuit. Voilà, buffet à volonté 24 heures. Et après, donc, on a observé comment ces 2 groupes de souris réagissaient face à ce régime riche en graisse. Et ce qui était intéressant d'observer, qui a été observé, c'est que les souris qui consommaient uniquement pendant leur phase active, donc uniquement pendant la nuit, avaient un profil métabolique et inflammatoire plus favorable que les souris qui consommaient donc ce même type de régime, mais étalé sur 24 heures. Et donc, en quelque sorte, ces souris étaient même protégées des effets métaboliques défavorables de cette alimentation très grasse. Ok. Et donc... ça c'est assez incroyable. Donc ça veut dire que finalement
ça conforte, enfin c'est pas tout à fait la même chose, mais ça conforte le fait qu'il faudrait manger quand il fait jour en réalité pour un humain. Oui, justement, ça confronte un peu cette hypothèse de manger quand il fait jour, manger quand on est censé manger. Quand on est actif. Quand on est actif, serait mieux pour notre santé métabolique. Parce que effectivement, tout à l'heure, on a parlé de dîner tôt, de prendre son petit déjeuner tôt, d'avoir un grand jeûne nocturne, et on n'a pas introduit cette notion enfin, on a un peu, mais pas trop de luminosité et de quand est-ce qu'il fait jour et quand est-ce qu'il fait nuit. Et donc là, en fait, ça conforte cette dimension-là du fait que on devrait manger quand il fait jour. Oui, c'est ça. Et on devrait pas manger quand il fait nuit. Oui, en tout cas, les souris devraient manger quand elles sont actives et voilà. On devrait. Voilà. J'ai dit ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est que il y a eu même des études chez l'humain. Expérimentales qui ont été menées. Il y en a eu plusieurs. Donc tout à l'heure on parlait du jeûne intermittent, mais là ça va un peu plus au-delà du jeûne intermittent. C'est pour dire qu'il y a eu des essais cliniques qui ne visaient pas forcément une restriction calorique. Donc on a parlé tout à l'heure que quand on parle de jeûne à plage horaire ou de jeûne nocturne, même si c'est pas exactement la même chose, mais voilà, la notion est un peu la même. Quand on essaye de limiter sa consommation alimentaire à certaines périodes de la journée sans forcément viser une restriction calorique, il y a eu certaines études interventionnelles, donc des essais cliniques chez les humains, qui ont montré qu'une plage horaire d'alimentation entre 6 à 10 heures d'alimentation versus 14 à 18 heures de jeûne pourrait avoir des effets métaboliques favorables en termes de glycémie, de résistance à l'insuline, etc. Donc il y a eu plusieurs essais cliniques qui restent quand même de petite taille et sur des petites durées, qui ont montré que manger justement pendant des périodes limitées de la journée entre 6 et 10 heures d'alimentation, pourrait avoir des effets métaboliques favorables, même sans restriction calorique. Mais là, encore une fois, c'est ce qu'on a observé, c'était sur des paramètres métaboliques et pas forcément sur la perte de poids. Pour la perte de poids, on a observé d'autres choses dans d'autres études. Donc là, quand on vise la perte de poids, c'est plutôt la restriction calorique qui avait l'air un peu plus efficace et avait pas forcément de supériorité entre un jeûne intermittent et une restriction calorique. Donc là, c'est plus quand on visait la perte de poids. Mais en tout cas, quand on visait à améliorer certains paramètres. Ce que tu dis, c'est que pour perdre du poids, en fait, il faut être en restriction calorique, il faut manger moins de calories. Oui, en fait, les résultats des essais cliniques chez l'humain ont l'air de montrer que ce qui marche surtout pour la perte de poids, c'est la restriction calorique si on veut perdre du poids. Mais justement, un jeûne à plage horaire, une alimentation limitée dans le temps, le time restricted eating, a l'air de donner des résultats métaboliques favorables sur la glycémie, sur la résistance à l'insuline, etc. Bien évidemment, s'il est pratiqué sur des courtes durées, parce que les essais cliniques ont duré. Ouais, c'est ça ma question, parce que comment tu réconcilies ça avec le fait que tout à l'heure, quand on a parlé du fait de sauter le petit déjeuner, tu m'as dit à court terme c'est efficace au niveau métabolique, mais à long terme ça s'inverse. Oui, mais justement, donc ce que tu dis, c'est que les essais ils sont faits sur une courte période. Oui, mais justement, il faut réconforter ça avec les études observationnelles de longue durée, donc comme l'étude que nous avons menée nous sur la cohorte Nutrinet. Donc là, nous, nos résultats observationnels vont aussi dans ce sens-là, donc vont dans le sens d'un jeûne nocturne plus prolongé qu'on couplerait à un petit déjeuner de bonne heure le matin. Donc c'est un peu une extrapolation de ce jeûne à plage horaire qui démarre tôt dans la journée, qui s'appelle en anglais Early Time Restricted Eating, alimentation limitée dans le temps qui commence tôt la journée. Un peu moins glamour en français, mais donc ça pourrait réconforter nos résultats observationnels, mais voilà. Donc en tout cas, si on veut donner des conseils avec l'état actuel des connaissances scientifiques, bien évidemment, il faut voir ce que la personne recherche. Je vais pas aller jusqu'à faire des recommandations cliniques. On n'est pas là pour parler de ça. Bien évidemment, c'est le clinicien, le médecin qui doit décider de ça avec son patient. Mais ce qu'on observe, ce qu'on connaît, c'est que si l'objectif est une perte de poids, une restriction calorique à travers un jeûne intermittent ou autre, mais en tout cas, il n'y a pas de supériorité pour un jeûne intermittent, peut être efficace, surtout la restriction calorique. Mais si ce qui est recherché, c'est plutôt une amélioration des paramètres métaboliques, le jeûne à plage horaire
pourrait avoir des résultats prometteurs, donc c'est ce qu'on observe dans les essais cliniques, mais bien évidemment en respectant certaines limites. N'importe qui ne peut pas faire ce type de jeûne, et là je parle vraiment des jeûnes dans le sens clinique, entre guillemets. Là on parle pas de la population, on parle pas des heures des repas, on parle des jeûnes cliniques dans le cadre de certaines pathologies pour améliorer certains paramètres métaboliques. Donc il faut faire attention à certains paramètres. On pourrait penser que une restriction calorique qui entraîne une perte de poids améliore les facteurs métaboliques derrière. Elle pourrait, mais pas forcément. Enfin, une perte de poids n'est pas forcément bonne métaboliquement. Une perte de poids peut être liée à une perte musculaire qui n'est pas forcément celle qui est recherchée. Mais indirectement, généralement, s'il y a une restriction calorique, oui, qui est mise en place, c'est pour avoir une diminution de sa masse graisseuse au profit de sa masse maigre. Mais après, encore une fois, certains patients ne cherchent pas forcément à perdre du poids. Donc, si. Moi, du coup, quand tu me dis ça, je me dis, pourquoi on saute pas le dîner? Parce qu'on a une vie. Non, mais expérimentalement, pourquoi on s'intéresse pas? Tu veux dire quel serait l'effet de sauter le dîner? On augmenterait le jeûne nocturne? On augmenterait le jeûne nocturne, et de ce qu'on peut voir, c'est que justement manger tard serait associé à une augmentation de risque de certaines pathologies. Donc oui, sauter le dîner, si on veut sauter en repas, serait une meilleure alternative que sauter le petit déjeuner. C'est ça, mais parce qu'on entend quand même parler beaucoup plus du petit déjeuner que du dîner. C'est ça, mais culturellement et socialement, c'est un peu plus compliqué parce que je sais pas pour nos auditeurs, mais moi, si je reste tard au boulot, etc., je rentre, il est déjà 20h30, je rentre, j'ai la dalle, et il faut absolument que je mange quelque chose. Bien sûr, et puis généralement quand on voit des amis pour passer un bon moment, c'est au dîner, etc., donc il y a un rôle social. Voilà, et manger à 16h quand on est au bureau, à moins qu'on ait une cuisine hyper équipée. Voilà, donc non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup la promotion peut-être sur Internet, etc., de sauter le petit déjeuner, et là on se rend compte avec toi que ça vaudrait peut-être le coup de peut-être sauter le dîner. Peut-être. Enfin, en tout cas, écouter son corps et voilà, ne pas se lancer dans des pratiques plutôt extrêmes sans accompagnement et sans suivi nutritionnel. Voilà. Mais si ça peut se tenter sur une courte durée, si on veut s'engager dans une pratique comme ça, voilà. Ça revient un petit peu encore à ce qu'on entendait peut-être de nos parents, de nos grands-parents, de dire de manger léger le soir, etc. C'est marrant parce que on retombe un petit peu sur ces savoirs ancestraux. Exactement. Et il y a des choses même qui peuvent être encore creusées. Nous, on est aussi en train de creuser ça. C'est justement la répartition de l'apport énergétique entre le matin et le soir. Et peut-être que la réponse, c'est pas blanc ou noir. Il y a peut-être un compromis à faire qui est manger la plupart de ses calories pendant qu'il fait jour et avoir un apport énergétique très faible quand il fait nuit. Donc plutôt des gros petits déjeuners, des gros déjeuners et après des petits dîners. Ça peut être un bon compromis, mais bien évidemment, il faut réconforter ça avec des données scientifiques. Il ne faut pas en faire des recommandations sans regarder ce que la science dit. Bien sûr. Est-ce qu'on sait un petit peu quels sont les mécanismes biologiques qui se cachent derrière tout ça ? On commence à le savoir. Il y a bien évidemment des hypothèses, et justement, c'est parce qu'il y a des hypothèses moléculaires derrière que ce champ de recherche est en plein essor. On parlait tout à l'heure de la différence qu'on a en tant qu'humain par rapport à des souris ou autres. Donc, en tant qu'être vivant et être humain en particulier, on a des horloges biologiques. Donc, on a une horloge, on a un rythme entre guillemets qui est régi par des horloges internes, même sans être exposé à des facteurs extérieurs. Donc, si vous enfermez une personne, n'essayez pas ça chez vous. Si vous enfermez une personne dans une pièce sans exposition à la lumière ni rien du tout, justement, on va voir que cette personne a quand même va avoir des rythmes qui vont se reproduire toutes les 25 heures à peu près. Donc les 25 heures, donc des rythmes biologiques. Des rythmes biologiques toutes les 25 heures. Donc si on mesure certains paramètres, si on mesure la mélatonine par exemple, si on mesure le cortisol, etc., on va voir qu'il y a une certaine rythmicité qui va se répéter. Si on regarde la température corporelle, la tension artérielle, on va voir qu'il y a une rythmicité qui se répète, même si on est exposé ni à la journée, ni à... Donc si on prend le cortisol, juste pour illustrer, donc le cortisol ça va être l'hormone du stress, un peu l'hormone du réveil. On sait qu'on a un pic vers 6-8 heures du matin qui nous permet justement de nous réveiller, de nous mettre en mouvement.
Et puis après, on va avoir une sécrétion qui va diminuer au cours de la journée pour être assez basse le soir et la nuit pour nous permettre de dormir. Donc ce que tu nous dis, c'est que si on prend une personne, on la met dans le noir, on la coupe donc de tout repère par rapport à la lumière du jour, à l'heure qu'il est, etc. Et ben on continue de voir ces variations de cortisol au cours de la journée. C'est ça, qui vont être un peu décalées par rapport à une journée calendaire. Ce que tu dis, c'est sur 25 heures, pas sur 24. Ouais, notre rythme interne, en tout cas ce que les études moléculaires. Petit jet lag. Oui, voilà, on est en petit jet lag par rapport à notre horloge, enfin notre calendrier normal. Et là, juste, t'as parlé de la mélatonine aussi. Oui. Donc la mélatonine, elle, ça va être l'inverse, ça va plutôt être l'hormone de l'endormissement. C'est ça. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que elle est sécrétée quand il fait nuit, liée à l'obscurité, et quand il fait jour, les rayons lumineux au niveau de notre rétine vont activer au niveau de la glande pinéale qui sécrète normalement la mélatonine, va lui donner comme information, justement de pas la supprimer, de pas la sécréter. C'est ça. Et donc quand la lumière diminue, au contraire, on a cette sécrétion de mélatonine qui va augmenter. C'est ça. Et donc on peut même suivre le même raisonnement. Donc il y a des choses, par exemple, il y a des choses qui nous paraissent un peu anecdotiques, mais que je trouve qui reflètent très bien notre rythme circadien interne. Donc je sais pas, on peut dire la température corporelle. On sait que notre température corporelle varie à son maximum vers 18-19 heures et après à son minimum plutôt le matin. On a la température corporelle qui varie. Et donc pareil, là, elle diminue aussi la nuit pour dormir. On a au niveau du système immunitaire. C'est ça, il y a la tension artérielle aussi. La tension artérielle qui varie au cours de la journée, notre réponse immunitaire. Et il y a même des choses qui sont liées à un dimorphisme sexuel entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les femmes, entre les mâles et les femelles, qui vont faire en sorte que même des choses qui sont liées à des hormones sexuelles plutôt chez la femelle, donc si on prend l'exemple des bouffées de chaleur en périménopause ou en préménopause, on sait qu'il y a même des horaires dans la journée qui est plutôt aux alentours de 22-23 heures où ces bouffées de chaleur vont être plus fréquentes. Les nocturnes, par exemple, au moment de la ménopause, qui sont par définition la nuit. Et il y a même des heures dans la journée où on a plus de risque de mourir de l'infarctus que d'autres. Je trouve ça extrêmement... À quelle heure on risque de mourir d'un infarctus? J'ai plus l'information en tête, mais on voulait savoir. C'est plutôt dans la matinée, je pense. C'est entre 6h et midi, j'ai plus l'heure. On est encore un peu limite, faut qu'on tienne le coup. Mais voilà, on peut... Donc tout ça pour dire que oui, il y a des choses qui varient. Notre corps a son rythme interne, et donc on a une horloge biologique interne. Voilà, donc justement comment ça se fait qu'on a des choses qui se passent à des moments un peu clés de la journée. Donc on parlait d'une horloge, on a une horloge centrale qui est au niveau de notre hypothalamus, qui est censée un peu coordonner tout ça. C'est un peu le chef d'orchestre. Le noyau suprachiasmatique. C'est ça, dans le noyau suprachiasmatique. Et justement, c'est cette horloge biologique centrale qui est censée mettre tout ça en ordre. Et un peu plus tard, on a observé que on n'a pas que une horloge centrale, on a aussi des horloges périphériques au niveau de quasi tous nos organes, et en particulier au niveau hépatique. Alors, pourquoi je parle du niveau hépatique? Si on revient un peu à l'horloge centrale, donc le facteur, donc on va sortir cette personne qu'on a enfermée dans la pièce, on va la exposer un peu à la lumière. Ce qui va être marrant, c'est que le premier facteur environnant, enfin extérieur de l'environnement qui va agir sur nos horloges, c'est l'exposition à la lumière. Quand on est exposé à la lumière, tu parlais tout à l'heure de l'exemple de la mélatonine, c'est cette exposition à la lumière va renvoyer des signaux à notre corps à travers des récepteurs, par exemple au niveau de la rétine, pour arrêter de sécréter certaines hormones, pour en sécréter d'autres, etc. Donc la lumière, c'est un donneur du temps très important pour notre corps qui va permettre de resynchroniser nos horloges. Donc on a parlé tout à l'heure que nos horloges sont normalement autorégulées, mais elles sont autorégulées et aussi régulées par des facteurs extérieurs. Donc l'horloge centrale s'autorégule et se régule par l'exposition à la lumière. Et après, si on s'intéresse aux horloges périphériques, je reprends l'exemple des horloges hépatiques. Les horloges hépatiques périphériques sont aussi autorégulées, mais se régulent aussi avec la prise alimentaire. Donc, on voit que la prise alimentaire a aussi un rôle sur les horloges périphériques, et ça permet justement de rétablir un certain rythme circadien par rapport à l'horloge centrale,
Donc soit le rétablir, soit au contraire le casser. Donc ça nous montre justement que... Est-ce que toi, tu le dis pas, mais tout à l'heure, tu nous as parlé donc d'un rythme de 25 heures. Est-ce qu'on peut penser que ce rythme autorégulé, donc de l'organisme propre, il est de 25 heures et qui se sert de ces mécanismes environnants pour passer de 25 à 24 heures? C'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. Bah, parfait. Et c'est en fait 25 pour passer à 24 heures, mais j'aurais tendance à dire que ce serait à 24 heures si on vit dans un monde où il y a une journée de 10 heures et une exposition à la journée de 12 heures et une nuit de 12 heures. Donc là, ce serait complètement bien réparti, etc. Mais notre journée... Théoriquement parfait. Voilà. Théoriquement, on vit pas dans un monde parfait. Théoriquement, notre rythme, il n'est pas de 24 heures. Le calendrier il est bien évidemment de 24 heures. Une journée dure 24 heures. Mais nous, on a un rythme qui nous est imposé aussi par notre société, par notre entourage, par notre travail, etc. Donc, on s'adapte. Donc, on passe de ces 24 heures qui est un peu notre rythme classique au rythme qui nous est imposé par notre société. C'est assez marrant parce qu'il y a même une notion qui commence à développer qui s'appelle le jet lag social. Donc jet lag social, c'est à quelle heure moi, être humain avec un rythme particulier, avec un chronotype particulier, donc est-ce que je suis plutôt du matin, du soir, etc. Ce qui peut être défini par mon âge mais aussi par mes gènes. Comment moi, dans mon environnement, je vais m'adapter à mes contraintes professionnelles et sociétales. Est-ce que si je travaille comme steward dans un avion ou est-ce que si je suis médecin dans un hôpital et je fais des gardes de nuit, la nuit, etc. Là, je vais avoir un rythme encore plus chamboulé et les jours où je travaille pas, je vais me réveiller à 7 heures du matin et je vais me coucher à 23 heures. Donc ça ouvre un paquet de champs qui sont hyper intéressants. Donc déjà, ce que tu nous as dit, c'est qu'en fait, pour revenir au sujet principal de la vidéo, c'est qu'en fait, les heures des repas sont aussi importants pour recalibrer le rythme circadien de notre corps. Donc ça laisserait sous-entendre pourquoi ces heures des repas sont si importantes. Oui. Après, ça ouvre plein de sujets, comme je te disais à l'instant, parce que du coup, est-ce que ces différences de chronotype avec des gens qui seraient du matin, du soir, etc. Bon, je pense que c'est vrai. On entend des gens qui sont beaucoup mieux le soir, etc. Moi, c'est pas mon cas. Mais là, on irait un peu contre ça parce que on se dit, finalement, on est quand même vraiment fait pour être la journée. On se rend compte qu'on aurait des phénomènes biologiques qui se passeraient mieux quand ils sont faits la journée. Et donc, ça ouvre plein de questions. Après, là, la plupart des choses qu'on a évoquées, ça reste quand même à l'échelle plutôt populationnelle, donc à l'échelle du groupe. Bien évidemment, il peut y avoir des variations individuelles qui peuvent être liées à des polymorphismes génétiques ou justement cette histoire de chronotype qui peut changer avec l'âge, mais qui est aussi très importante. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise pour travailler la nuit, etc. Mais donc il y a cette histoire de nuit versus journée, mais il y a aussi une histoire d'habitude entre guillemets. Est-ce que si on entraîne notre horloge à être décalé par rapport à ça, on désynchronise l'horloge, voilà. Peut-être. Donc il y a aussi l'habitude, mais il y a aussi la moyenne. Donc ça pose aussi la question de tous ces gens qui travaillent de nuit. Oui, tu le disais. Le travail posté, horaire décalé. C'est intéressant parce que ça rejoint aussi des choses qui sont assez connues sur les personnes qui sont en travail posté, avec plusieurs études. Donc, travail posté, c'est travail de nuit. Travail de nuit, je pense qu'il y a une définition un peu plus compliquée que ça pour le travail posté. C'est pas que les nuits. Je pense que c'est un travail à des horaires irréguliers et il y a au moins je pense qu'il y a des horaires en particulier qui font que c'est classé comme travail posté. C'est pas exactement le travail de nuit, mais ça en fait partie. Et il y a des études qui ont montré que des hommes et des femmes qui sont en travail posté auraient plus de risques d'avoir certains cancers, en particulier le cancer du sein et le cancer de la prostate. Il y a même eu un avis qu'on appelle une monographie du Centre international de recherche sur le cancer qui a classé le travail posté comme probablement cancérogène pour l'homme. Probablement ouais. De A, je crois, c'est ça? Oui, de A. Et dans les classifications de circonstances ou de substances cancérigènes, ça c'est quand même catastrophique en fait, parce que, moi je trouve, parce qu'on en a besoin de ces gens de nuit, forcément. Et quand on signe son CDI, on a ça qui vient avec. Moi je trouve ça assez dur. Oui, je suis d'accord que c'est assez dur. C'est vrai qu'il y a
plein de champs dans la société qui pourraient pas tourner sans l'engagement de ces personnes qui travaillent la nuit. Ce qui est important et intéressant, c'est que cela soit pris en compte dans les critères de pénibilité de ces métiers-là. Donc c'est des personnes qui doivent travailler la nuit, qui rendent un service extraordinaire à la société, mais donc qui s'exposent à des risques pour leur santé, à la fois des risques d'augmentation de leur risque de cancer, mais il y a aussi de plus en plus de travaux sur des maladies métaboliques chez ces personnes-là. Donc ça doit rentrer, je ne sais pas si c'est le cas, je ne suis pas spécialiste, mais ça doit rentrer dans les critères de pénibilité de ces métiers-là. Et maintenant, avec tout ce qu'on connaît sur les heures des repas, etc., il peut même y avoir une mitigation, j'ai peut-être fait un anglicisme, une interaction entre, en tout cas, les heures des repas de ces personnes et leur rythme circadien qui est déjà décalé via leur travail posté. Donc peut-être que si on arrivait à double peine ou ça peut être une double peine, mais ça peut être aussi un levier pour essayer un peu on pourrait trouver une heure des repas à laquelle les faire manger pour minimiser un petit peu ce risque. C'est ce que tu es en train de nous dire. Ou peut-être que finalement, en fait, ils prennent une double peine parce qu'en fait, ils ont un travail de nuit où ils sont éveillés la journée, la nuit, etc. Plus ils mangent à des heures où peut-être il faudrait pas manger. C'est ça. Et ils ont un double effet. C'est ça. Et en tout cas, je pense qu'il faut mener plus d'études sur le sujet. Je pense qu'il y a des équipes aux Pays-Bas qui travaillent justement sur l'alimentation des personnes qui sont en travail posté. Et je trouve que c'est hyper important parce que c'est comme on a dit, ça fait quand même partie des métiers très essentiels à notre société. C'est drôle aussi parce qu'on a le changement d'heure en France, mais je pense qu'il a été mis en place simplement pour des raisons économiques, pour faire des réductions d'énergie, d'électricité, etc. Je sais pas, mais finalement c'est pas mal parce que ça nous permet d'être un peu plus en accord avec les moments où il fait jour. Oui et non, mais justement c'est le fait d'exposer son corps à ce changement qui est, tu peux me dire une heure c'est rien du tout, mais on le ressent. Et on le ressent pas que, moi je le ressens personnellement. On le ressent tous sur les premiers jours, mais tu penses que le fait de se resynchroniser plus en accord avec la lumière du jour, c'est annihilé par le fait de faire un décalage? En fait, je pense qu'il y a même des études qui ont montré qu'il y a un pic des accidents de la voie publique pendant les 2 jours qui suivent ce changement d'heure, donc c'est quand même énorme. Et je pense que la raison économique derrière, pour faire des économies d'énergie, etc., je pense que les économies qui sont faites ne sont pas assez suffisantes entre guillemets pour compenser encore une fois, je suis pas spécialiste, et c'est pour ça que l'Union européenne peine à se mettre d'accord sur cette question. Mais en tout cas, je pense qu'avec tout ce qu'on a comme exposition à la lumière artificielle ou autre, on n'est plus dans ce besoin absolu d'être calé sur ça. Et je pense encore une fois, je suis de loin spécialiste de cette question. C'est l'horloge d'hiver l'horloge qui doit être maintenue, parce que c'est l'horloge d'été qui est un peu l'horloge artificielle. C'est le daylight saving, c'est ce qu'on fait en été justement pour gagner une heure de lumière à 23h, mais parce qu'au final on a vraiment besoin d'essayer de décaler au plus tôt dans la journée. On revient parce que justement, si on décale plus tôt, justement, on va profiter de la lumière plus tôt dans la journée, donc pendant notre phase active. Donc, ça va nous forcer un peu à être en jet lag par rapport à nos horloges internes. Du coup, ça illustre bien pourquoi il faut éviter de trop s'exposer à des lumières artificielles fortes le soir, à la lumière bleue, etc., etc. Est-ce que on a des recommandations au niveau scientifique sur les aliments qu'il faudrait consommer, sous-entendu les macronutriments, donc les protéines, les glucides ou les lipides, en fonction des heures de la journée? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut beaucoup trouver sur Internet, avec un exemple, notamment au niveau du petit déjeuner, où il faudrait manger plutôt des graisses et des protéines, donc par exemple du fromage. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on retrouve dans la littérature scientifique ou pas? Je pense pas qu'il y ait consensus sur la question. Il y a eu quelques études qui ont été réalisées, mais je pense que c'est des essais cliniques soit à long terme, soit des études plutôt qui se passent sur la biochimie et sur l'aspect plutôt moléculaire, comment notre corps est capable d'assimiler certains produits. Je pense que les preuves cliniques et épidémiologiques restent à ce jour très limitées par rapport à cette question-là. C'est un champ qu'on est aussi en train d'étudier dans notre équipe, justement pour voir comment
concernant la répartition des macronutriments sur les heures de la journée. Est-ce que la répartition des macronutriments sur les heures de la journée pourrait jouer sur le risque de maladie? Mais en tout cas, il n'y a pas de recommandations connues à l'heure actuelle sur comment répartir ces besoins en macronutriments sur la journée. Et en tout cas, c'est pas une démarche basée sur les preuves. Ok, donc c'est un champ qui est en recherche, en expérimentation, mais pour l'instant, il n'y a pas de recommandation claire à suivre. C'est ça, il n'y a pas de recommandation claire. Ok, super. Je te propose qu'on finisse avec 2 questions qu'on pose à tous nos invités. La première, toi, si tu devais donner qu'un conseil, alors toi, t'es pas un clinicien, mais on va faire comme si tu devais donner un conseil à tous les gens dans la population pour améliorer leur santé, ce serait lequel? Alors, je pense que la question peut se scinder en 2, donc voilà, j'ai déjà demandé à donner 2 conseils plutôt qu'un conseil. Mais vas-y, t'as le droit. Ouais. T'as 2 coups de baguette magique. Je pense qu'il y a une différence à faire entre ce qu'on fait à l'échelle populationnelle et ce qu'on fait à l'échelle clinique. Ce qu'on fait à l'échelle populationnelle qui peut relever de la santé publique, qui peut être quelque chose qui peut avoir un avantage en termes de fardeau de maladies non transmissibles, maladies chroniques, et qui peut être mise en place à l'échelle populationnelle. Donc là, on parlerait un peu comme si on parlait des recommandations nutritionnelles connues sur les fruits et légumes ou autres. Là, est-ce qu'on peut donner des recommandations nutritionnelles sur les heures? Je pense que c'est un peu compliqué parce que de 1, on est tous différents, de 2, on a les contraintes sociales, etc. Mais les preuves ont l'air de dire qu'il serait mieux de manger plus tôt le matin et plus tôt le soir. Donc si c'est possible à mettre en place, on peut le mettre en place. Je pourrais pas donner des heures précises parce qu'on est loin d'aller jusque-là. Après, pour le versant plutôt clinique, et c'est là où ça peut être différent, si on se pose la question d'un point de vue clinique, bah justement, tout va dépendre de ce que le patient recherche. Tout va dépendre de thérapeutiquement qu'est-ce qu'on cherche derrière. Est-ce qu'on cherche une perte de poids? Si on cherche une perte de poids, ce qui serait intéressant à mettre en place, c'est une restriction calorique avec jeûne à plage horaire ou pas. Si ce qui est cherché est une amélioration des paramètres métaboliques, les preuves ont l'air de dire qu'il serait bénéfique justement de mettre en place un jeûne à plage horaire, donc un jeûne nocturne plutôt long, avec un petit déjeuner tôt le matin et finir de manger plutôt tôt dans la journée. Mais bien évidemment, gardez en tête que chaque personne est différente. Il y a des personnes qui réagiraient différemment à ces recommandations, à ces guidelines, en fonction de nos chronotypes, mais aussi en fonction de comment on vit, etc. Mais aussi en fonction de est-ce que ça a été efficace pour nous ou pas. Mais il y a aussi des limites à ne pas négliger. Donc, bien évidemment, les troubles du comportement alimentaire, ça reste quand même des régimes plutôt restrictifs. Donc, si on a un trouble du comportement alimentaire, ça peut aggraver ce type de troubles-là. Les personnes plutôt âgées ou les personnes plutôt fragiles qui sont à fort risque de dénutrition ou de perte musculaire, de sarcopénie, ces types de jeunes pourraient augmenter le risque de dénutrition et de sarcopénie. Et bien évidemment, des personnes qui ont besoin d'avoir ces interactions sociales, etc., de manger le soir parce que interaction sociale, parce que obligation, parce que travail, parce que voilà, là on peut rien faire. Donc ça sert à rien de s'acharner et de partir sur un catalogue de recommandations qui peuvent pas être au final adaptées à chacun. Bien évidemment, il faut prendre en compte les contraintes individuelles, mais une recommandation toute simple peut être mangeons quand il fait jour et essayons de réduire. Voilà, réponse longue, on arrive à la conclusion. Tout ça pour revenir à ce que ma grand-mère me disait quand j'avais 3 ans, quoi. Mangeons quand il fait jour. C'est toi qui as choisi de. Moi, je te laisse. Tu pouvais prendre une recommandation sur n'importe quel secteur de la santé. C'est toi qui es parti là-dessus. Dédicace à ma grand-mère alors. Pour finir. Très bien. Bon. Je sais pas si elle regardera cette vidéo, mais écoute. Je pense qu'elle risque pas de la regarder. Dommage. Et toi, qu'est-ce que tu as mis en place? Deuxième question. Récemment pour être en meilleure santé? Alors, faut séparer le chercheur de l'homme, mais honnêtement, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de préparer moi-même mon alimentation, ce qui n'est pas forcément facile et compatible avec des horaires de travail très très longs. Mais en tout cas, j'essaye là, on parle pas d'heure des repas, mais j'essaye de cuisiner maison, j'essaye de faire attention à ce que j'achète comme plat industriel. Donc, j'essaye quitte à faire quelque chose de rapide avec ce que j'ai, comme ça m'éviterait de manger des aliments très transformés, mais aussi très gras et très salés. Et en termes d'heure des repas,
je suis pas forcément le bon élève parce que quand je rentre tard le soir, après une longue journée, j'ai c'est bien parce que ça illustre aussi quand même que c'est difficile. C'est dur, ouais, que effectivement vous travaillez sur certaines choses et que c'est pas forcément facile à mettre en pratique, donc ça c'est important. C'est intéressant aussi le conseil que t'as donné parce que bon bah on voit bien que c'est les travaux de vos équipes de recherche qui transparaissent dans le fait de manger, de cuisiner soi-même, etc., etc. Et ça va un peu à l'image d'Épinal du chercheur qu'on a. Ouais. Mais bon après c'est des stéréotypes. Encore une fois, y a pas de l'alimentation, faut pas voir le mal partout dans l'alimentation. Ça reste quand même un objet de plaisir. Les prises alimentaires, ça reste quand même de la convivialité extraordinaire. On a un modèle aussi en France où les prises alimentaires, le cadre des repas est très important. Faut pas non plus se priver de ça pour essayer de chercher des chimères un peu difficiles à atteindre ou voilà. Donc faut aussi un peu balancer tout ça. Faut se faire plaisir et si on arrive à faire des petits efforts qu'on arrive à tenir dans le temps, c'est ça l'essentiel parce que ça sert à rien de se priver, de craquer au bout de 3 semaines, c'est pas le but. Super mot de la fin. Bernard, je te remercie. C'est moi. Et puis écoute, je te dis à très vite. Merci. Au revoir.